Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire avec l'intervention de Maître Abiba sur l'affaire Soro. Actualité des médias libres, actualité en France et pour finir, actualité au Donbass. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire avec l'intervention de Maître Abiba Touré au sujet de l'affaire Guillaume Soro. Écoutez, on a tous vu dans quelles conditions Michel Gbagbo est arrivé à l'hôtel du Golfe, qui, je le rappelle quand même, n'est pas un commissariat, d'accord, ni une maison d'arrêt ou un centre correctionnel, c'est juste le QG de campagne de M. Alassane Ouattara. Bon, d'accord. Alors on a vu dans quelles conditions il a atterri là-bas, comment il a été molesté, pris à partie par un certain nombre de ses sympathisants, pour ensuite être transféré dans le nord de la Côte d'Ivoire. La question qui s'est alors posée, c'était de savoir dans quel était le cadre légal de Michel Gbagbo. Puisque s'il a été arrêté, il aurait dû être placé en garde à vue. Une garde à vue ne dure pas des mois. On aurait dû lui permettre de voir ses avocats, quitte à ce qu'ils soient ensuite déférés et éventuellement placés en détention provisoire. Or, tel n'était pas le cas. Donc on s'est interrogé, et on a interrogé les autorités ivoiriennes à ce sujet. Bon, il n'était pas le seul. Alors on nous a répondu, on ne nous a pas répondu qu'il était poursuivi, hein. On nous a répondu qu'il était assigné à résidence. C'était la grande trouvaille. Assigné à résidence à Bouna. Assigné déjà à l'hôtel du Golfe, puis ensuite transféré à Bouna, où son assignation à résidence se poursuivait, selon eux. Sauf que l'assignation à résidence répond aussi à des règles claires et strictes. L'assignation à résidence, déjà une assignation à résidence, sachez qu'il y a une assignation à résidence collective, hein, parce que c'est tous les proches du président Laurent Gbagbo et le président Laurent Gbagbo lui-même qui avaient été, selon eux, assignés à résidence. Mais surtout, comme c'est une atteinte grave à la liberté de circulation, on doit vous la notifier. Chaque personne assignée à résidence doit se voir notifier cette assignation à résidence, qu'il signe, et on lui explique les modalités durant lesquelles il pourrait recevoir un médecin, voir ses avocats, ou avoir de la visite, la famille, voilà, voir la famille et autres. On lui explique mais ce cadre. Cela n'a pas été le cas pour Michel Gbagbo. Ça n'a non seulement pas été le cas pour Michel Gbagbo, ça a été le cas pour personne. Aucune des personnes qui ont été retenues, que ce soit à l'hôtel du Golfe, à la Pergola, pour ensuite Korogo, Bouna et autres, aucune de ces personnes ne s'est vue notifier son assignation à résidence. Mais mieux, c'est quand même étonnant qu'on assigne à résidence des gens qui ne sont pas chez eux. L'assignation à résidence, par définition, la logique voudrait que vous soyez assigné à résidence chez vous. Chez vous. Et certainement pas dans un centre ou dans une ancienne prison éventuelle, et à chaque fois dans le Nord, et de manière collective. C'est assez étonnant comme assignation à résidence. Donc on a bien vu que rien ne tenait la route dans cette affaire par rapport aux déclarations de l'État. Et puis, on en a eu, alors là, pour le coup, la certitude, lorsqu'on a vu également des ONG s'étonner et se poser la question de savoir, mais quel était le cadre légal? Est-ce que ces personnes étaient poursuivies ou non? Si oui, qu'on nous présente les éléments qui justifiaient de poursuite, on ne comprenait pas. Jusqu'à ce qu'intervienne l'inculpation de Michel Gbagbo, qui, j'insiste sur ce point, n'est pas intervenue le 11 avril, elle est intervenue le 5 août 2011. Donc il a été inculpé et placé officiellement en détention provisoire. Donc ça n'a pas changé grand-chose pour lui parce qu'il était dans le même lieu, hein. Il était à Bouna. Bon, alors, il a signé à résidence en prison, puis il est placé en détention provisoire en prison. Vous voyez un peu l'incohérence. Oui, une grande ambiguïté dans cette affaire. Mais c'était juste une façon de régulariser quelque chose de grave, qui était la séquestration d'individus en toute illégalité. Il n'y a aucun texte ivoirien, légal, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'international, qui justifie une détention arbitraire d'un individu, qu'elle dure un jour ou des mois. En l'occurrence, pour Michel Gbagbo, elle a duré des mois. C'est ce qui nous a amené à déposer plainte pour enlèvement et séquestration et traitement inhumain et dégradant, parce que non content de le détenir sans aucune, en dehors de tout cadre légal, non content de cela, mais de surcroît, on s'est amusé, il a été battu, il a été filmé dans des situations humiliantes,
et ça ne se justifie absolument pas. Et jusqu'à preuve du contraire, ni M. Soro ni M. Ouattara n'a même sanctionné les individus qui ont procédé à de tels actes. Oui, mais Maître Abiba, la question qui se pose est de savoir comment se fait-il que c'est Soro qui est visé? Parce que le chef de l'État, jusqu'alors, c'est Alassane Ouattara. Comment se fait-il que c'est Soro qui est précisément visé, Soro et consort? Et pourquoi pas Ouattara? Alors, comme vous dites, en réalité, après, ce sont les éléments de langage et la presse qui s'en est fait l'écho. Mais toutes les personnes qui ont participé à cet enlèvement, à cette séquestration, et au traitement inhumain et dégradant dénoncé par Michel Gbagbo sont visés dans le cadre de la plainte. Donc, M. Ouattara? Écoutez, ce n'est pas à moi de le dire. Ensuite, il revient au juge d'instruction, il revient à la justice française de déterminer les responsabilités de chacun. Maintenant, concrètement, je suppose pourquoi ces noms-là sont sortis aussi. Pourquoi on a fait état de ces noms-là? Parce que, premièrement, ça sort des propres déclarations des commandants de zone, puisque c'est eux qui sont intervenus à la résidence présidentielle et qui l'ont revendiqué. Bon, ils ont également revendiqué, et puis c'était évident, puisqu'ils avaient à leur tête M. Soro. Donc ce sont les premiers visés. Ensuite, je pense qu'il faut laisser la justice se faire, éventuellement remonter une chaîne de commandement. Tout de suite, Média Libre. Généralement, moi je trouve que s'il y a suffisamment de presse libre, c'est-à-dire la presse financée par le public directement, donations, les comités de surveillance du peuple, comme ici par exemple, c'est une presse populaire. Voilà. Donc si on est arrivé à multiplier tout ça, et avoir les fonds pour le faire, parce que pour les médias alternatifs, bon, il n'y a pas trop d'argent. Donc les gens, il faudrait acheter des studios, il faudrait... là, on pourrait imaginer que la dissidence vis-à-vis la guerre contre le terrorisme se monte et arrive à un point où on a une masse critique. Une masse critique de gens qui arrivent à qui faire disent basculer les choses, plus ça, et qu'on manifeste contre l'OTAN, et qu'on manifeste contre les guerres, et qu'on manifeste, et tout en manifestant en même temps contre l'austérité, contre le capitalisme, c'est-à-dire qu'il faut tous... En fait, en France, on a tous ces... Et en Europe en général, on a évoqué le sujet, je pense, avant, on manipule les gens tout le temps. Donc pendant la guerre en Libye, la guerre en Syrie, comme tu as dit, on ne manifestait pas contre les guerres. Mais on a manifesté pour le mariage homosexuel ou contre, pour ou contre. C'était n'importe quoi. On était pratiquement dans une troisième guerre mondiale, et là, on manifeste pour ce genre de choses. C'est-à-dire que on chrétienise la population, en fait, avec ces faux débats. Et ça, je pense, si le média alternatif est suffisamment bien soutenu par le public, on pourrait bien imaginer de plus en plus de ça. Et on voit aussi des autres États qui sont en train de devenir plus forts, parce que maintenant on a Russia Today en français, et c'est en espagnol, c'est en arabe. Ça va être diffusé en Afrique, ça va beaucoup influencer. On a Afrique Média en Cameroun. Donc on a de plus en plus Al-Mayedine aussi, qui maintenant sont en train de faire de plus en plus de choses en anglais et en français aussi. Donc on a une chaîne en Angleterre qui s'appelle Levant TV aussi, c'est une chaîne qui vient d'arriver. De plus en plus de choses tout le temps. Donc je pense qu'il faudrait aussi des patrons, c'est-à-dire parmi les élites, il y a des gens riches, un patron moi je l'ai vu quand j'étais en Chine. J'ai rencontré le directeur d'un site web en Chine qui s'appelle Force Media. Et là, en fait, c'est financé par un millionnaire chinois qui était dégoûté par la désinformation sur la Chine avant les Olympiques, quand on a manipulé le conflit avec Tibet. Il était tellement dégoûté qu'il a décidé de financer un centre médiatique. Là, il y a 50 personnes qui travaillent tout le temps. C'est vraiment professionnel. Et ça montre qu'en fait, c'est possible, même des gens comme ça. Donc, c'est une guerre d'information. Donc, sans information plus fiable, on n'arriverait jamais, à mon avis. Tout de suite, sorcellerie en France.
Cet ouvrage, La sorcellerie en France aujourd'hui, est tout compte fait une première dans l'édition française. C'est la première fois qu'il y a un ouvrage avec de l'iconographie contemporaine sur ce domaine. Cette iconographie provient d'un travail de recherche qui a duré des dizaines d'années, et à l'occasion de ces enquêtes sur le terrain, j'ai été amené à faire plein de photos auprès des sorciers, donc sorcellerie, envoûtement ou désenvoûtement, les deux aspects, et puis à collecter des objets. On a absolument tous les différents aspects de la réalisation, des différentes facettes de la sorcellerie dans notre société aujourd'hui, au travers bien sûr du texte, mais également de l'image. D'abord, qui sont les sorciers? On va découvrir qui sont ces personnages-là, d'où viennent leurs facultés, comment ils peuvent éventuellement les accroître au cours de leur vie, qui sont les gens qui font appel à des sorciers, donc qui sont par exemple les personnes qui pensent être ensorcelées, et quels sont les symptômes de l'envoûtement, qui sont aussi les personnes qui font appel à des jeteurs de sorts, puisque si on parle d'envoûtement, il y a forcément jeteurs de sorts. Enfin, le domaine des protections, donc tout ce grand registre des amulettes, des pentacles, des talismans. Et bien évidemment, à quel coût, qui est souvent élevé, puisque nous sommes dans une pratique payante, avec des enjeux en fait très importants. C'est la seule pratique dans le domaine du magique qui est réversible, c'est-à-dire des personnes qui peuvent à la fois soigner des individus, agir en fait sur l'humain, donc les individus ou les animaux, pour leur bien-être ou au contraire pour leur mal-être, donc une action réversible. Autre caractéristique du sorcier, son action s'applique également sur l'inanimé. Il peut agir sur les choses par exemple et les situations des gens. Pour agir, en fait, les sorciers utilisent tout un panel de choses. Ça va aussi bien de la parole, dire la connaissance de formules magiques, bien évidemment. Et puis, il utilise aussi des objets, entre autres des poupées d'envoûtement, des dagides, qui peuvent être de cire, de paille ou en terre cuite, en argile, dont on a tout un tas d'exemples dans l'ouvrage. Et contrairement à ce que l'on imagine lorsque l'on voit ce genre d'objet, nous ne sommes pas en Haïti, ce ne sont pas des poupées vaudou, mais des bonnes poupées bretonnes ou normandes faites par de bons Français. Et pour finir, actualité au Donbass. Amis internautes, bonsoir. Aujourd'hui, des nouvelles de la situation dans le Donbass. Jeudi est arrivé à Donetsk un convoi humanitaire envoyé par le ministère des Situations d'urgence russe. Ce convoi de 700 tonnes est le 47e depuis le début du conflit. Il est composé de produits de première nécessité, de médicaments et de cadeaux de Noël destinés aux enfants. Je vous rappelle que le gouvernement ukrainien, issu d'un coup d'État, prétend lutter dans le Donbass contre l'armée russe sans toutefois pour autant avoir pu présenter la moindre preuve crédible de la présence de soldats et de matériel militaire russe dans le Donbass. Cette guerre imaginaire contre l'armée russe a déjà causé plus de 9000 décès, ceci bien réel, parmi les civils ukrainiens vivant dans le Donbass. Le gouvernement ukrainien, soutenu par l'Union européenne et les États-Unis, mène donc une guerre contre son propre peuple. Seule la Russie, par l'envoi régulier de convois, a su empêcher ce conflit armé de se transformer en catastrophe humanitaire majeure. Toujours ce jeudi, M. Thierry Mariani, député français et membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, ainsi que toute une délégation de députés français, ont rencontré à Moscou M. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. À l'issue de cette réunion qui s'est tenue à huis clos, M. Thierry Mariani a déclaré à l'agence Sputnik News que Kiev refusait toujours d'appliquer intégralement les accords que son gouvernement avait pourtant signés en février 2015 à Minsk. En effet, pour la seule journée d'hier, dans la région du Donbass, le cessez-le-feu a été violé plus de 10 fois. Le ministère de la Défense de la République populaire de Donetsk a affirmé que le territoire de la République a subi des tirs d'armes légères, des tirs depuis des véhicules blindés légers, ainsi que des tirs de mortier de 80 et 120 mm, sans toutefois causer de victimes. Depuis Moscou, Nicolas Tkachuk pour Anna News. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.